Les trois lois de Kepler sont à connaître par cœur. Leur énoncé historique est remplacé dans votre livre et dans votre programme par un énoncé plus contemporain. La première loi, qui date de 1609, appelée loi des orbites. L'orbite d'une planète est une ellipse dont le Soleil occupe un des foyers. Énoncé contemporain, la trajectoire décrite par le centre de gravité d'une planète est une ellipse dont le Soleil occupe un des foyers. Dans cette première loi, il est question d'une ellipse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ellipse? Une ellipse, c'est un ensemble de points. Cet ensemble de points M sur cette animation vérifie la relation suivante. La distance entre le point M et le point F' additionnée à la distance entre le point M et le point F est toujours constante. Les points F et F' sont appelés foyers de l'ellipse. Je parcours l'ellipse ici. Avec le point M, on a toujours la loi MF' plus MF égale constante. La longueur OA est appelée le demi-grand axe de l'ellipse, la grandeur OB, le demi-petit axe. Vous remarquerez que lorsque le demi-grand axe a la même dimension que le demi-petit axe, les foyers F et F' sont confondus. La courbe, l'ellipse, parcourue par le point M, devient alors un cercle. Un cercle est donc un cas particulier d'une ellipse. Dans la première loi de Kepler, le centre de gravité de la Terre décrit donc une ellipse dont le Soleil, plus particulièrement le centre de gravité du Soleil, occupe l'un des foyers. Vous allez sûrement vous poser la question, qu'y a-t-il au deuxième foyer de l'ellipse? La réponse est rien. Le foyer ici F2 est un point mathématique qui n'a aucune signification physique. On remarquera dans la suite de l'activité que cette ellipse est un peu exagérée. En fait, le demi-grand axe et les demi-petits axes pour la Terre sont de dimensions très proches et nous verrons que cette ellipse sera assimilée dans le cours à un cercle. La deuxième loi de Kepler, appelée encore loi des airs, 1609 également, le rayon vecteur qui relie la planète au Soleil balaie des aires égales en des temps égaux. Énoncé plus contemporain, le segment qui relie le centre de gravité d'une planète au centre de gravité du Soleil balaie des aires égales pendant des durées égales. Ici, les deux aires grises A2 et A1 sont les mêmes. Pour passer de ce point à celui-ci, la Terre met donc, d'après cette loi, exactement la même durée que pour passer de ce point à celui-là. Les aires balayées sont les mêmes pendant des durées égales. Dans cette animation, l'objet le plus massique n'est pas le Soleil mais la Terre, et l'objet le plus léger, celui qui est en mouvement elliptique, n'est pas la Terre mais un satellite. On peut, en cliquant sur aire balayée, visualiser l'aire balayée par le satellite pendant une durée ΔT ici de 40 secondes. On constate, en faisant des arrêts sur image, que plus le satellite est éloigné, donc plus le segment ici est long, plus la distance parcourue sur l'arc sera courte, donc plus le satellite est lent. En revanche, l'aire balayée, donc ici celle qui est marquée en couleur, sera la même qu'en ce point. Donc là on a un angle qui est plus petit, mais on a un segment qui est plus long. Le satellite va encore moins vite, c'est son point le plus lent. En revanche, quand le satellite se rapproche de la Terre, donc il est davantage attiré, sa vitesse augmente, le rayon diminue, et par exemple en ce point, l'aire qui est hachurée ici est toujours la même en 40 secondes, simplement l'angle s'ouvre puisque le rayon est plus petit. Les aires balayées pendant des durées égales sont les mêmes.
La troisième loi de Kepler, 1619, énonce que le rapport entre le cube du demi-grand axe de l'orbite de la planète, donc ici, et le carré de la période de révolution est une constante qui est la même quelle que soit la planète considérée. L'énoncé contemporain est très proche de l'énoncé historique, simplement on l'énonce avec la fraction inverse. Donc on dira que le rapport entre le carré de la période de révolution d'une planète et le cube du demi-grand axe est une constante. Cette constante, on l'appellera la constante de Kepler. Dans la dernière partie de l'activité, on vous propose de vérifier cette troisième loi de Kepler avec des mesures expérimentales. Dans le tableau, on dispose de la distance minimale au Soleil, de la distance maximale au Soleil pour la planète Terre, et de la période du mouvement orbital, autrement dit, de la période de révolution de la Terre autour du Soleil, de la durée que va mettre la Terre à faire un tour complet sur sa trajectoire. On constate, question A, que la distance minimale au Soleil, donc la colonne de gauche, est différente de la distance maximale. Comme elles représentent chacune le demi-grand axe et le demi-petit axe de l'ellipse, c'est donc conforme. En revanche, si vous êtes observateur, pour la Terre, l'écart est très faible, entre 1,47 et 1,52 fois 10 puissance 11. On peut quasiment dire que le demi-grand axe est égal au demi-petit axe, et que donc la trajectoire est alors un cercle. Il en va de même pour la planète Vénus. Pour remplir le tableau suivant, il faut additionner pour chaque planète le demi-grand axe et le demi-petit axe et diviser par 2, c'est ce qu'on appelle la demi-somme. Ensuite, à la calculatrice, il faut élever cette grandeur au cube. Pour trouver le résultat de t au carré, il suffit simplement de prendre la valeur de t qui est dans le tableau précédent et de l'élever au carré. Prenez le temps de mettre la vidéo en pause pour vérifier vos calculs. Pour trouver la relation entre le carré de la période et le cube du demi-grand axe, il s'agit de passer par exemple par le logiciel Regressi. Dans le logiciel Regressi, on aura dans le menu Fichier demandé Nouveau clavier et saisi une grandeur que j'ai appelée T2, on ne peut pas mettre de formule dans un nom, en seconde au carré, et pour l'autre R3 en mètres cubes, puis de recopier les résultats précédents en remplaçant le 10 puissance par un E majuscule comme dans vos calculatrices. À ce moment-là, en cliquant sur Graphe, apparaît en ordonnée t au carré, en abscisse r au cube. Je vous rappelle que si ce n'est pas le cas, il suffit d'aller dans le menu coordonnées. Dans le menu coordonnées, vous pouvez choisir la grandeur que vous voulez faire figurer en abscisse, ici le cube du demi-grand axe, et en ordonnée, on choisit T2, c'est-à-dire t au carré, le carré de la période de révolution. Il est mieux de faire apparaître uniquement les points expérimentaux sans les relier par une ligne. Et ensuite, comme t au carré sur r au cube est une constante selon l'énoncé de la troisième loi de Kepler, on choisira de modéliser t au carré en fonction de r au cube par une relation de proportionnalité, c'est-à-dire ici, graphiquement, par un modèle linéaire. Ce modèle linéaire est parfaitement ajusté avec nos 4 points expérimentaux, et on peut affirmer que t au carré est égal à une constante qui par défaut est appelée a par Regressi, mais que je vais appeler k, k comme la constante de Kepler, une constante k qui vaut 2,97 fois 10 puissance moins 19 secondes au carré par mètre cube. Ce graphique qu'on retrouve ici dans la correction est donc une droite passant par l'origine, exprimant bien une proportionnalité entre le carré de la période de révolution des 4 planètes que nous étudions et le cube du demi-grand axe de leur ellipse respective. Dans la dernière question, étant donné que par modélisation on connaît la valeur de k, que π est une constante, que g, la constante universelle de gravitation qui vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11, est connue et fournie dans les énoncés,
alors il ne nous manque que la masse du Soleil. Et pour déterminer la masse du Soleil, on fera un produit en croix. Et on trouvera que ça vaut 4 fois pi au carré sur grand G fois K, c'est-à-dire 1,99 fois 10 puissance 30 kg. C'est la valeur qui est admise dans toutes les tables de deux constantes. La démarche précédente avec le Soleil au foyer de l'ellipse et la Terre, la démarche précédente valable pour le système Soleil-Terre est généralisable à n'importe quel système gravitationnel, en particulier pour le système Terre-Lune. Si on veut déterminer la masse de la Terre, alors il faut connaître les caractéristiques orbitales de l'un de ses satellites, par exemple la Lune. Si on connaît la période de révolution de la Lune et le rayon de sa trajectoire, c'est-à-dire son demi-grand axe si c'était une ellipse, là en l'occurrence c'est un cercle, donc on l'appellera le rayon, alors on peut en déduire la valeur de la constante de Kepler, qui vaut donc t carré sur r cube, et si on a réussi à mesurer t et r, on trouve la masse de la Terre. En isolant la masse de la Terre, on trouve la valeur généralement admise de 6,1 fois 10 puissance 24 kg. Vous savez donc réaliser la pesée de la Terre ou la pesée du Soleil, de façon indirecte évidemment, par des mesures astronomiques. Un peu de philosophie pour finir. Ces 3 lois de Kepler sont des lois empiriques. Vous devez les connaître par cœur. Qu'est-ce que c'est que l'empirisme? C'est une doctrine selon laquelle toute connaissance découle de l'expérience. Une loi empirique, c'est donc une loi qui est issue de faits expérimentaux. Elle va être validée par l'expérience, mais on n'en connaît pas forcément la base théorique. C'est le cas ici pour les 3 lois de Kepler. Vous avez vu dans l'activité, en introduction, que Kepler s'est basé sur les observations de son maître, Tycho Brahe, de façon à établir ses lois uniquement sur des faits expérimentaux, sur des observations astronomiques. Ces 3 lois de Kepler, qui datent de 1609 et 1619, seront en fait rationalisées quelques années plus tard par Isaac Newton, en utilisant sa deuxième loi de la mécanique et en utilisant l'expression de la force de gravitation. C'est ce que nous allons voir dans le cours.